Il est l'heure, ça y est, des NBA Finals. OKC va donc affronter Indiana pour ses grandes finales. Et comme chaque année, First Team va faire un grand dispositif. On va être en direct après chaque match. Après chaque match, on sera en direct pour faire un débrief en live et on va le voir, on va aussi faire des previews, ça se passera du côté de Winamax TV avec Clutch, mais comme chaque année on prend beaucoup de plaisir à encadrer en tout cas ces finales. Ouais, ça va être un moment particulier que ces 2 ou 3 semaines du mois de juin, vous avez l'habitude, ça fait des années maintenant qu'on le fait, mais il n'y a rien de mieux que de débriefer un match à chaud. Il y aura toujours un peu de fatigue bien sûr, mais en tout cas être capable là, dans les minutes qui suivent avec du monde en live, on s'en rend bien compte que c'est un rendez-vous immanquable pour la commu qui nous suit, donc encore une fois on sera là. On sera là en journée et en nuit. Ah ouais, on est toujours très surpris des chiffres qu'on fait à 6h, 7h du matin. Sinon, on ferait ça au matin tranquille. Ah, ça, je n'étais pas surpris, on dormirait tranquillement. Bon, vous êtes chaud de ces finales avant d'aller évidemment dans l'analyse de cette finale. Vous êtes un peu hypé par ce OKC Indiana ? Oui, alors même si sur le papier, Oklahoma City face à Indiana, c'est pas les plus grands marchés, c'est pas les plus grandes franchises bling bling, mais en tout cas sur ce qu'elles ont démontré en saison régulière, en playoff surtout. En fait, moi, je suis archi hypé. Déjà, je trouve que c'est les 2 meilleures équipes. Il y a pas photo, qui arrivent en finale avec des styles bien à elles. Et vraiment, moi, je suis excité. On va revenir dessus pendant toute la vidéo, mais il y a plein de match-up, que ça soit sur le terrain, en dehors du terrain. Il y a plein d'histoires aussi à raconter qui sont belles. Donc non, franchement, moi, cette finale-là, évidemment que j'aurais préféré les Knicks, mais pour le coup, Indiana, pour moi, a dominé de la tête et des épaules la conférence Est, alors qu'ils finissent que 4e, entre guillemets, de saison régulière à l'Est. Et de l'autre côté, c'est une équipe qu'on attendait comme étant le numéro 1 de la saison régulière et qui a cruisé avec une vraie demi-finale de conf face à Denver, mais qui finalement a dominé tout le monde jusqu'au final de conf. Donc non, pour moi, c'est une finale finalement archi logique d'un point de vue basket. Ouais, je te rejoins complètement. Et évidemment que si on prend un peu de recul dans l'histoire de la NBA, c'est une finale totalement inédite. On peut imaginer que la NBA en tant que telle aurait préféré que les Knicks passent en finale pour avoir des audiences à la télé. Donc on peut s'attendre à des audiences faibles à la télévision. Il n'empêche que ce qu'il s'est passé pendant ce round de playoff pour les 2 équipes peut nous amener à des fins de match exceptionnelles, à un bras de fer fantastique avec des mecs en forme, et donc aussi l'avènement d'une nouvelle superstar. Il y a Shai Gilgeous-Alexander qui est tout désigné, mais Tyrese Haliburton ou Pascal Siakam en étant élu MVP à la fin du mois de juin, tout de suite ça sacralise un petit peu ce moment-là. Donc je rejoins Erwan complètement sur le fait qu'on va voir du vrai basket. C'est un peu une finale, une affiche de l'ayatollah du basket, tu vois, de spécialistes du basket. Parce que si tu demandes à nos parents, etc., ok, si Indiana, ouais, peut-être que quelqu'un sortira Reggie Miller, tu sais, un petit peu comme ça, ou ce genre de choses, mais c'est une finale qui est tellement inédite, qu'il y a tellement de choses à raconter, parce que les gens ne sont pas au courant du parcours de ces 2 équipes, que nous, les experts, on va pouvoir se régaler. Et il y a beaucoup de gens qui parlent d'une finale un peu David contre Goliath dans l'idée. Est-ce que pour vous, on va voir les codes d'ailleurs dans quelques instants, est-ce que pour vous, c'est le ressenti que vous avez avant de commencer cette série-là ? Non, pas vraiment. Alors après, c'est vrai qu'OKC a raflé beaucoup de choses cette année, meilleure équipe de la saison régulière et de loin, MVP avec Shai, évidemment, Marc Daigneault qui a été coach de l'année il y a 2 ans, il me semble. Donc évidemment, ça rassemble plein de choses depuis 2 ans. On parle beaucoup plus d'OKC que des Pacers. Mais Indiana, depuis 2 ans, ça bosse très bien. C'est une finale de NBA Cup, on se souvient, l'année dernière. C'est une finale de conf aussi l'année dernière. C'est pas rien. Et puis, je te dis, contre Boston, l'équipe qui leur a donné le plus de fil à retordre, finale inclus, c'est les Pacers. Alors après, Indiana, oui, on a du mal à en parler, on a du mal à s'enflammer, mais en fait, pour moi, c'est pas David contre Goliath, loin de là. C'est vraiment les 2 meilleures équipes qui jouent au basket et chacune va avoir des choses à opposer à l'autre. Là, je te rejoins aussi, parce que le côté David contre Goliath, il faut qu'à un moment donné, il y ait une équipe qui surdomine, qui soit déjà championne, en fait. Donc si t'arrives, tu vois, admettons les Lakers en 2002 qui arrivent contre New Jersey de Jason Kidd, qui découvrent les playoffs, les finales à ce moment-là, là il y avait ce côté, franchement pour le faire ça va être un authentique exploit. Je dis pas que OKC n'est pas favori parce que pour moi ils le sont et ils sont amenés, ils se sont construits pour à un moment donné être champion NBA. Indiana, j'ai l'impression qu'ils se sont construits pour créer la surprise. Ils ont réussi, mais la marche elle est peut-être un petit peu haute. Donc oui il y a un déséquilibre un peu théorique avant les finales. Maintenant qui sera surpris si ça part en 6 ou en 7? Personne ici parce que les équipes sont finalement assez proches. Il y a un favori, mais David contre Goliath, c'est vraiment... Ouais. On va regarder les codes quand même pour nous aider à voir s'ils sont vraiment favoris. En tout cas, sur les bookies, ils sont 1,15 OKC, 5,50. Vous trouvez ça abusé? C'est la victoire finale, ça. Ouais, ça c'est pour être champion NBA. On regardera tout à l'heure pour le match. Pour moi, c'est une suite logique de ce qu'on a vu tout au long de la saison. OKC a été
deuxième ou troisième favori tout au long de la saison parce qu'il y avait Boston qui était devant. À partir du moment où OKC est devenu favori, ils ont fait respecter leur rang. Et donc, l'écart entre les deux ne représente pas ce qu'on va voir sur le terrain. Mais quand il s'agit de parier et de matheux, puisque c'est des traders qui font ces cotes-là, je trouve que ça a énormément de sens. Oui, OKC aujourd'hui est largement favori. Et donc, 1,1550, oui, ça va dans le sens de ce qu'on dit. Et j'aime bien le commentaire, c'est PSG-Inter, attention, hein, parce que ce PSG duel... Marseille plutôt. Non, PSG-Inter, parce que dans l'idée, c'est le parcours des deux équipes qui fait que, on se dit que ça peut être une belle finale, mais quand même que sur le papier, t'as une équipe qui est meilleure que l'autre. Moi, c'est vrai que c'est une bonne comparaison, c'est deux beaux parcours de deux bonnes équipes. Il y a une équipe qui est un peu plus surprenante que l'autre, donc on fait l'analogie peut-être avec l'Inter. En tout cas, comme avant samedi soir, là, j'ai beaucoup d'attentes d'un point de vue du jeu, d'un point de vue du bras de fer entre les deux équipes, des coachs et de l'histoire qu'on va raconter pour le premier titre de l'une ou pour l'autre franchise. Bon, je m'en branle de vos analogies de samedi soir, j'espère que vous parlez. Moi, j'étais devant le grand bêtisier avec l'excellent Christophe Beaugrand, que j'embrasse d'ailleurs. Non, mais c'est vrai qu'il y a un favori. Ça, de toute façon, dire le contraire, ça serait un petit peu s'inventer une vie et vouloir faire le romantique. Mais il y a un favori qui est OKC. Par contre, je crois vraiment que ce rôle d'outsider de la part des Pacers, il leur va à la perfection. Sur le premier tour, tu joues Giannis et les Bucks. Lillard est blessé, certes, mais bon, c'est du so-so. Moi, je pensais qu'ils allaient passer. Mais contre Cleveland, t'es pas favori sur le papier. Ouais. Contre les Knicks, sur le papier, t'es pas favori. En tout cas, t'es classé moindre. Et tu passes à chaque fois. Et tu passes en dominant. Tu passes pas ric-rac en faisant des exploits. Tu passes en dominant les séries. Donc, c'est une équipe finalement qu'adore être underdog comme ça et qui, peu importe les opposants, arrive toujours tactiquement et par le talent aussi de ses stars à faire déjouer les pronostics. Donc c'est pour ça que ça va être passionnant ce premier match des finales de voir comment ce fin tacticien qui est Rick Carlisle peut faire un petit peu déjouer le Thunder d'OKC. On rappelle que le premier match est dans la nuit de jeudi à vendredi et qu'on sera en direct d'ailleurs juste après le premier match. Sur internet, je voyais que les gens comparaient un peu cette équipe des Pacers à l'équipe de Dirk des Mavs en 2011. Est-ce que pour vous ça vous parle cette comparaison face au Heat qui était vraiment une équipe de superstars? Là c'était David contre Goliath, hein. À l'époque, c'était vraiment... Et les codes devaient être la même. Oui, absolument. La différence, pour moi, la grande différence, il y a des similitudes, bien sûr. La construction, le nombre d'All-Stars, etc. Mais Dirk était un MVP, un Hall of Famer déjà en 2011, un joueur ultra référencé. Pour moi, il n'y a pas de Dirk Nowitzki à Indiana. Il y a au mieux une star en devenir qui est Tyrese Haliburton et Siakam qui assoit un peu plus sa place parmi les meilleurs postes 4 de sa génération. On en est là pour Pascal Siakam. Mais il n'y a pas ce Dirk, ce espèce de leader au-dessus de la mêlée avec beaucoup d'expérience, espèce de vieux sage, futur Hall of Famer. Donc c'est la grande différence que je ferai entre les deux projets. Maintenant, la surprise, c'est la même. Il y a des similitudes, le coach déjà. Ouais, après, il y a des choses qui ne matchent pas, c'est l'âge. Les Mavs étaient une équipe vieillissante avec beaucoup d'expérience. Jason Kidd, Jason Terry, tout ça, Sean Marion. Là, c'est une équipe de jeunes loups, enfin les Pacers. Et donc, pour le coup... On peut trouver des similitudes, on peut ne pas en trouver. J'aime bien faire un mix des deux à chaque fois. Ouais, bien sûr. On va se plonger dans la preview juste avant. On vous rappelle que NordVPN sponsorise cette vidéo. C'est un partenaire de longue date et c'est plus qu'un VPN. Et Thomas vous l'explique très bien. Tu connais NordVPN? Évidemment que tu connais, ou vous en a déjà parlé plus tôt dans la saison. Mais est-ce que tu savais que NordVPN, ce n'était pas juste qu'un VPN? Alors voilà, je t'explique. Déjà, il y a NordPass, le gestionnaire des mots de passe façon NordVPN qui te génère des mots de passe uniques pour chacun de tes comptes et surtout, il te les garde en sécurité. En plus, il y a une fuite de tes données sur un site, tu es alerté directement. Sur NordVPN, il y a aussi la protection anti-menace qui reste active même sans connexion VPN. Toujours en protection de tes données pour permettre, par exemple, de bloquer les sites de phishing, les trackers web ou encore les publicités intrusives. Évidemment, NordVPN reste le VPN le plus sûr du marché et tu peux l'utiliser sur 10 appareils en simultané. En ce moment, en plus, il y a une offre exceptionnelle avec le lien dans la description. Tu peux profiter de 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Profites-en et surtout, tu n'oublies pas, tu es satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours avec une assistance client disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et on remercie NordVPN de sponsoriser cette vidéo. Les gars, avant d'aller dans les clés tactiques de cette série, on est obligé de parler un peu du contexte. Parce que cette finale, elle aurait pu ne jamais avoir lieu sans un seul joueur. Oui. C'est Paul George. Et il ne sera pas sur le parquet. Et on va le voir pourquoi en tableau. C'est parce que avec les trades de Paul George, eh bien, ça a amené beaucoup de choses. En 2017, Indiana décide de trade Paul George à OKC contre Sabonis, qui plus tard sera lui tradé à Sacramento, ce qui ramènera Haliburton.
donc du côté de Indiana. OKC trade de l'autre côté Paul George aux Clippers contre Shea, plus 7 premiers picks de draft, ce qui va ramener notamment du coup Jalen Williams et compagnie, Chet Holmgren notamment, je crois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Paul George a construit cette finale NBA. C'est un peu dire. C'est la fameuse finale de Paul George qu'il n'a jamais joué. C'est quand même étonnant. C'est drôle de parler d'un mec autant cette saison avec le niveau qu'il a eu pour que des histoires hors basket ou des faits, un petit peu des petits facts comme ça. Donc grand clin d'œil à Paul George. Merci à lui, puisque sans lui on n'aurait pas eu cet affrontement entre deux équipes. Bravo à lui. On aime les histoires comme ça et ça montre que parfois il faut avoir les coronets aussi de se séparer de son meilleur joueur. Ah bah oui, ça va absolument dans le sens, sachant que dans les deux cas, c'est Paul George qui a demandé son trade à chaque fois. Ouais. Paul George serait resté à Indiana toute sa vie, mais c'était la fin d'un cycle, ce qui était plutôt logique. Et on se souvient qu'il voulait absolument rejoindre Kawhi aux Clippers et que OKC avait fait une fleur en accédant une demande à un mec qui était juste top 3 au dernier MVP. Après ça devient un des pires trades pour l'histoire des Clippers. Après, ils ont bien saigné, mais... Mais bon, c'était Paul George, on rappelle que Paul George à OKC, il finit 3e au MVP. Ouais. Il fait une saison monumentale. Hein. Oui, donc, c'est tout ce que je viens de dire, j'adore. Donc il se barre. Ah bon? Oui. Bref, je m'en branle. Et il part. Il part. Spécial, ça, maintenant. Et les 7. Non, parce qu'en fait, je réfléchis à des trucs. Oui, et j'ai plus envie d'écouter quoi demain. Tu manges quoi demain midi, dis-moi? Des carottes. Ah, nice. C'est ça que tu pensais. Je sais pas non plus. Et du coup, mais lâcher 7 premiers tours de draft, faut être n'importe quoi. Et c'est ça la construction Sud-OKC qui est incroyable par rapport à ça. Donc, et puis quand tu vois derrière l'histoire des Clippers, quoi, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Merci à lui. Voilà pour le contexte. En tout cas, autour de Paul George, il y a aussi un contexte historique, c'est que ces deux franchises n'ont jamais gagné de titre NBA, puisque les Pacers ont gagné à l'époque de la ABA, ils ont gagné 3 titres, mais historiquement, aujourd'hui, on a deux équipes qui sont un peu pucelles de titres NBA. 5 finales de conf pour OKC, 10 finales de conf. de titres, ça marche. 10 finales de conf pour les Pacers, 2 NBA Finals en comptant celle de cette année. Ça n'a jamais trempé le biscuit pour OKC et les Pacers. C'est jamais allé oh, ouais, on a Patrick Sébastien à la presse, quoi. Aujourd'hui, les gars... On va faire des vues, alors. Je vais faire des extraits. Aujourd'hui, l'expérience, elle est de quel côté? Elle est de la franchise qui a 60 ans ou celle qui en a à peine 20? Ouais, non, bon, alors, les franchises, certes, n'ont pas la même histoire, mais on rappelle que quand même que le Thunder, c'est anciennement les Supersonics, qui est une équipe qui avait été championne à NBA au fin des années 70, je dirais 78 ou 79 de mémoire. C'est le vécu commun. J'ai quand même envie de donner un petit avantage à OKC sur le vécu commun. Mais très léger. Mais depuis 2 ans, ce que vivent les Pacers, avec l'arrivée de Siakam notamment, c'est des mecs qui gagnent des matchs, qui passent des tours de play-off. Finalement, en deux saisons, ils vont attaquer leur 7e round de play-off. Donc en 2 ans, ils en ont perdu qu'un. Les Pacers. Tout à fait. Donc ils enchaînent. Alors que OKC, eux, l'année dernière, ils s'arrêtent en demi-finale de conf. Du coup, c'est la même chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, il y a Pascal Siakam est champion NBA. Ça, c'est un vécu que n'ont pas du côté des... il y a Caruso. Ouais. Mais ah ouais, mais bon. Il y a Caruso qui amène beaucoup de choses, mais Caruso, pour moi, c'est un second couteau. Siakam est une première. C'est du kiff bourrico pour moi, avec deux narratives différentes, mais finalement, t'arrives au bout du chemin quasiment en même temps. Pour moi, c'est la même chose. Parce que on peut parler de qui a drafté qui, t'es là depuis combien de temps et tout, mais finalement, le projet d'OKC a explosé il y a 2 ans. Il passe de dernière équipe de NBA ou de la conférence Ouest à premier. Donc tout de suite, tu te rends bien compte qu'il y a une équipe qui n'a pas l'habitude de gagner. Elle se met à gagner il y a 2 ans. Et elle se retrouve en finale NBA très rapidement dans le projet qu'on imaginait un jour champion tous ensemble. Là où les autres, mine de rien, l'assemblage il s'est fait ultra rapidement parce que quand Haliburton arrive, on sent que l'équipe progresse. Quand Siakam arrive l'année dernière, ils vont en play-off, ils nous régalent, ils vont en finale de conf et puis ils valident leur progression sur l'année 2. Donc finalement, là où je rejoins complètement, c'est qu'il n'y a pas d'avantage sur le vécu commun au plus haut niveau. Parce que c'est ça, sur le vécu les deux équipes vont découvrir les finales NBA. Pour moi, la bascule de Indiana a un petit avantage sur OKC, c'est Rick Carlisle. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. C'est un coach champion NBA. Je dis pas que Marc Daigneault va se faire coacher. Je dis pas que Marc Daigneault ne va pas avoir les épaules. Je dis qu'il y a 2 coachs. Il y en a un qui a fait une finale NBA et qui l'a gagné en étant dans l'impôt d'un outsider. En plus, on se souvient, donc c'était Dallas en 2011 face à la première finale des Heatles. Donc ça, pour moi, c'est
Si comme ça, là, il n'y a pas eu l'entre-deux initial encore, je me dis, bon, ça fait un petit avantage d'expérience pour les Pacers. Non mais t'as raison, c'est deux équipes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, c'est deux équipes aussi qui sont des petits marchés. Et ça, on n'en a pas encore parlé, mais quand même, le fait que Indiana et OKC soient deux petits marchés en finale NBA, c'est une victoire des petits marchés sur la NBA. Alors, tu peux expliquer, si tu veux, rapidement ce que sont les petits marchés pour ceux qui comprennent pas, mais il y a des gros marchés en NBA et des petits marchés. Bah oui, les petits marchés, les grands marchés, c'est tous ceux qu'on connaît évidemment de New York à LA, Chicago, San Francisco, toutes les plus grandes villes des États-Unis. Et puis tu as d'autres villes de basket, parce que ce sont deux vraies villes de basket. Bon, les Indiana et même le state avec la Caroline du Nord, les deux plus gros États fans de basket. Dans l'Oklahoma, c'est la même chose. Donc il y a une forte fanbase, mais évidemment, c'est des villes moins grande en termes d'agglomération, il y a moins de business, et donc forcément il faut travailler mieux, il faut être plus intelligent. On n'est pas en train de dire que les propriétaires des Pacers ou du Thunder sont pauvres, ils sont tous forcément milliardaires et très riches, mais donc ça t'oblige à réfléchir un petit peu différemment, à compter un peu plus tes sous, ce genre de choses. La réalité, c'est que c'est deux équipes qui sont dans les petits marchés, qui ne payent pas de luxury tax, et ça c'est une première dans l'histoire. Donc c'est deux projets ultra bien pensés depuis plusieurs années, qui ont toujours fait les bons choix pour en arriver là où ils sont aujourd'hui, entre la draft et les recrutements à la free agency ou les trades. Bon, c'est un super message envoyé, c'est qu'au bout d'un moment, on peut, alors ça prend du temps, ok, si on le rappelle, ils sont passés par des moins 78 face aux Grizzlies sur une défaite catastrophique, ils ont été derniers, mais en tout cas, il y avait toujours un projet, pas Alex Sarr, du coup, son frère Olivier nous l'avait expliqué à l'époque où il était passé chez nous dans nos bureaux pour une interview. Je pense que Sam Presti, le GM du Thunder, il a toujours su où il voulait aller. Et ça prend du temps de construire. Alors la construction d'Indiana, elle est un peu différente, mais pareil, d'aller chercher Haliburton. Quand on se dit, bon, il est là-bas avec De'Aaron Fox, je vois que les deux, ils n'arrent pas à faire un choix là-bas entre les deux. Hop, on va le récupérer, on lâche Sabonis, on va chercher, d'aller chercher Siakam. C'était un très bon coup à faire d'aller chercher Siakam. Ils ont Miles Turner, ça fait 6 ans Miles Turner qu'il est dans des rumeurs de transfert. Ouais, en fait, Miles Turner, ils l'ont gardé parce qu'ils ont compris qu'ils n'allaient pas s'en séparer pour s'en séparer. Et du coup, il fait une super campagne de playoff. Il y a plein d'ajouts. Naismith à Boston, c'était un manche à couilles, pour parler poliment. Il joue avec les boîtes à chaussures et tout ça. Aujourd'hui, du côté d'Indiana, ils en ont fait un joueur majeur de leur effectif. Donc, c'est des mecs qui ont des visions, qui savent tirer le maximum des joueurs. Et ça, c'est une manière de bosser qui est archi intéressante et qui doit donner des idées à plein de franchises qui sont en construction depuis des années. Ce qui est fou, c'est que c'est un contresens. C'est deux exceptions qui confirment la règle de le petit marché doit bien drafter, doit même avoir de la chance pour trouver le joueur générationnel. Milwaukee avec Giannis, Nikola Jokic à Denver. Normalement, c'est comme ça que les équipes se construisent pour aller taper et exploser le plafond. Là, c'est pas du tout ça. 2 trades pour Siakam à Haliburton, 1 trade pour Shai Gilgeous-Alexander. Donc, dans la conception de ces deux équipes, on est quand même sur des choses qui n'existent pas normalement en NBA. À la fois d'aller en finale et en plus de cette construction par des trades. Et vous pensez que ça peut envoyer un message à la NBA de se mettre ce contre-pied à la NBA moderne où il faut faire des super teams, où il faut mettre des ça fait longtemps. Attends, ça fait 5 ans, ça. Franchement, ça fait super longtemps dans l'histoire de la NBA, 5 ans. Oui, c'est vrai, mais bon, disons que vraiment, là, on s'en rend bien tous compte, il n'y a plus de super team qui gagnent. C'est des collectifs, c'est des projets sportifs, c'est l'intelligence et une vision d'un GM ou d'un président des opérations au basket, c'est un coach que tu laisses bosser pendant plusieurs années. C'est ça qui te fait gagner. On peut prendre un par un depuis, admettons, depuis les Lakers, on va dire 2020 peut-être. C'est même pas une super team, mais il y avait beaucoup de stars. Tu vois, Anthony Davis venait juste d'arriver. Il y avait beaucoup de vétérans autour. Depuis, franchement, c'est surtout des équipes bien construites. On a quand même 2 équipes qui sortent d'une énorme saison. On va se refaire quand même la saison d'OKC en premier. Saison à 68 victoires. Ils sortent les Grises. Victoire en 7 matchs contre Denver. Et ensuite, ils tapent en 5 matchs Minnesota. Chez MVP de la saison, les gars, si OKC va au bout et gagne cette finale, est-ce que c'est pas l'une des plus grandes saisons de l'histoire pour une franchise ? Si, mais il faut gagner. Voilà, c'est vrai qu'on se souvient, on va le commenter tout à l'heure à 22h, le match, la saison des Warriors à 73 victoires, 9 défaites. Ce qu'on retient, c'est qu'ils menaient 3 en finale et qu'ils ont perdu. Et qu'en fait, ça reste peut-être le plus gros gâchis de l'histoire et non plus l'une des plus grandes saisons de l'histoire. Donc, il faut toujours valider des grandes saisons régulières par une victoire en play-off. Et honnêtement, ils sont favoris vraiment sur ces play-offs. Ils m'ont bluffé de maturité, ils m'ont bluffé par le fait de progresser aussi au fil des tours de play-off. Donc non, cette équipe-là, elle est, avec 68 victoires en saison régulière, gagner, où tu te balades quand même, que ce soit au premier tour ou même en finale de conf, il n'y a que Denver qui a été une vraie bataille en 7 matchs et qu'ils ont bien parfaitement maîtrisé. Là, tu gagnes en finale avec un MVP. Ah oui, effectivement, là, je pense que tu rentres dans un top 5 de l'histoire. Ouais. Ce qui est marrant, juste, c'est qu'on avait fait le débrief de la NBA Cup, il y avait Per One, il était à Los Angeles, et on avait dit, attention, OKC montre peut-être des signes de jeunesse.
On les a pas revus depuis, c'est signé. C'était la grande inquiétude, hein. Moi, mon point d'interrogation, c'est est-ce qu'ils allaient asseoir leur niveau, en fait, leur statut, et voilà, et continuer à nous surprendre, parce que lorsque tu es aussi victorieux, et ben, tu te dois d'aller en finale NBA, au moins découvrir les finales NBA, et si tu jouais contre Boston, on aurait pu trouver des circonstances atténuantes. Ce que je vois, c'est que c'est l'équipe qui a remporté ses matchs de série régulière avec le plus grand différentiel de l'histoire de la NBA, et lorsqu'on ajoute l'écart avec les playoffs, ils sont deuxième, et tous les gens on a un tableau pour ça. Super, magnifique. Ouais. Les meilleurs écarts, les plus grands écarts de l'histoire de la NBA, normalement ces équipes-là finissent toujours championnes. Voilà, les Bucks de 71 plus 12.6, là ils sont un peu descendus, mais peut-être qu'ils vont augmenter hein, s'ils mettent deux branlées. Les Warriors de 2017, donc les Bulls. Ils sont bien accompagnés, hein. Les Bulls de 96 et les Cavs de 72. Et les Celtics l'année dernière étaient à 10,7 points en cumulé sur playoff et saison régulière. Donc, en fait, la pression est sur eux. Ça, on l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais il y a une équipe qui est insouciante, qui est là, qui kiffe, etc. et qui va jouer son basket, c'est Indiana. Je pourrais dire la même chose du Thunder, mais quand t'arrives avec tes 68 victoires, avec le MVP dans tes rangs, gros, c'est à toi, vas-y maintenant. T'es le favori et l'autre c'est l'outsider, c'est à toi de mettre les premiers coups et de montrer tout de suite que tu vas les mettre sous l'eau, la tête sous l'eau et qu'ils vont y rester. Si Indiana perd, pas grand monde va leur en vouloir, on leur dira tout à fait. Bravo messieurs. Si le Thunder perd, on va leur dire ah ben voilà, vous êtes pas encore ces gars-là, vous n'avez pas encore les épaules, vous étiez favori, vous êtes fait taper par Indiana. Bon, voilà, t'as raison. Chier dans les grands moments. T'as raison, t'as raison. La pression et ceux qui ont plus de choses à perdre que les Pacers, c'est le Thunder clairement. Mais on pourrait aussi dire vous avez que 24 ans de moyenne, 23 ans. Oui, ça c'est une manière de relativiser, c'est vrai. Après, donc ça c'est la version d'Aaron. T'inquiète pas, ça sert à mieux l'année prochaine. Ouais, mais cette année vous étiez pas ces gars-là. Ouais. Ça marche comme ça, hein, c'est très manichéen. Hein. En face, il y a Indiana qui a terminé 4e cette saison de la conférence Est. Ils ont eu un parcours plus différent, j'ai envie de dire, d'OKC. Vous allez me dire s'il était plus simple ou plus dur. Ils ont sorti les Bucks qui étaient en fin de route. Ils ont sorti les Cavs qui étaient les grands favoris à l'Est, mais qui ont été gênés par les blessures. Et puis ils ont fini par sortir les Knicks 4-2. Quand vous voyez les deux parcours, est-ce que celui d'Indiana vous impressionne moins que celui d'OKC ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, tu joues Giannis avec les Bucks. Alors oui, blessure, Lillard, blablabla, ce que tu veux. Tu joues Giannis et les Bucks et Giannis, il était en mode énervé sur ses playoffs. Ils ont dominé. Ils ont dominé les débats, basketement parlant. Ils ont chambré en plus sur ce premier tour de playoff là. Donc je les ai trouvés déjà très solides. Le message qu'ils m'ont envoyé contre les Bucks, je me suis dit... attention, ils vont être chiants. Ils arrivent contre Cleveland, et Cleveland, qui est retombé dans ses travers de la soft-té, face à Cleveland, face à Indiana, t'existes pas. La dureté, le basket, les momentum, ils les ont. Tu gagnes 2 fois là-bas. Pour moi, ils ont maîtrisé leur demi-finale face à la meilleure équipe de l'Est et de loin cette saison. Et derrière, face aux Knicks, ça a été un beau combat, c'était sympa, il y a des fins de match historiques, mais ils ont dominé. Voilà, ils se sont finalement jamais fait peur. On se disait, allez, le match 6 à la maison, est-ce qu'ils vont se faire peur ? Ils ont contrôlé ça tranquille. Donc non, pour moi, je suis impressionné par la maîtrise qu'ils ont eue des événements et du jeu, surtout aussi, du jeu, l'alternance qu'ils ont su amener dans les moments compliqués, dans les moments fastes aussi. À un moment donné, ils ont réussi quand même pendant ces playoffs-là à faire baisser la tête, à Cleveland. Ils ont abandonné, je crois que c'est le match 3, quand ils mettent des 3 points. Les mecs, ils ont arrêté de jouer. J'avais jamais vu ça de ma vie. Tellement que les autres... Et dans le deuxième quart, hein. Oui, dans le deuxième quart. Et dans le deuxième quart. Tu vois, qui met 5-3 points. Là. Donc, non, attention à cette équipe-là. Moi, ils m'ont régalé. Ils m'ont régalé. Donc, je suis pas plus impressionné par on est impressionné malgré tout par le parcours, par le contenu de ces matchs-là. En revanche, et je l'ai beaucoup dit pour les Knicks, je l'ai dit pour Minnesota, c'est qu'ils ont été dominants dans toutes leurs séries. C'était pas prévisible en début de playoff. Même avant chaque série, on pouvait imaginer qu'ils soient outsiders. Mais la réalité, c'est qu'ils ont été dominants une fois que le match 1 commençait. Par un money time fou, par un retournement de situation, en menant 2-0 à chaque fois, sans avoir l'avantage du terrain, ce qui est quand même une prouesse de ouf. Contre les Bucks. Tout à fait. Contre les Bucks. Ils avaient l'avantage du terrain contre les Bucks. Oui, tout à fait. Mais bref, par rapport à ma comparaison avec Minnesota, avec ce type d'équipe-là, c'est que là, ils vont affronter une équipe qui va être plus forte, plus dure, plus rapide. Donc, comment tu gères l'adversité quand elle s'élève à un niveau dantesque pareil ? On l'a bien vu pour Minnesota, qui s'est complètement délité, qui s'est complètement écroulé. La différence vraiment que je vois quand même dans les deux parcours, c'est que Denver, c'est la meilleure équipe que l'une ou l'autre équipe finaliste
à affronter. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est sûr. OKC était à 2 doigts de sortir. Il y a eu un moment donné où la bascule, elle se fait à pas grand-chose. Il s'en sort parce qu'il progresse. Il y a la blessure d'Aaron Gordon, entre autres. Donc, j'ai vu une équipe dans la difficulté s'en sortir, ce qui n'a pas été le cas pour l'instant pour Indiana. Et puis, il y a un côté Indiana aussi où, moi, je m'en souviens, j'étais surpris face aux Bucks au début, puis plus. Pareil au début des Cavs. Et en fait, à chaque fois, la surprise, tu disais, ah bah non, en fait. Ils ont retourné le public. Ils ont réussi à... Ça, c'est vrai. Le grand challenge, et je sais pas si c'est prévu pour plus tard, mais le grand challenge d'Indiana sur ces finales, ça va être les premiers allers-retours. Je vais voir ça, je vais regarder ça avec attention. C'est le combat physique. Parce que finalement, à part Giannis, chez les Bucks, personne n'a relevé le combat. Bon, les Cavs, on a compris. On va pas les assassiner, les Cavs, mais ils sont venus faire du volleyball, hein, donc on n'a pas le droit de se toucher. Jarrett Allen, vraiment un grand joueur de volleyball. Hein. Et même les Knicks, qui sont censés être un peu des guerriers et tout, ça n'a pas été finalement la série aussi violente ou aussi physique. Presque c'est pour ça, il y a des matchs d'attaque. Voilà. Incroyable, donc, ça. Qu'on espérait. Là, pour le coup, en face, on peut être quasiment sûr qu'il va falloir relever l'impact physique de cette équipe-là, qui pour le coup, que ça soit... des atouts, hein. Ils ont des atouts ouais. pour répondre. C'est aussi ça la bonne nouvelle, et c'est pour ça que quand on se projette, on se dit ça peut être cool. C'est que eux jouent comme ça aussi. Ouais. Vraiment, de Nesmith au jeu intérieur, machin, ils jouent d'abord dur et ensuite ils courent. C'est pas un tendre. On peut tous les citer, de toute façon. Ouais. Mais là, sur le papier, ils ont de quoi répondre. Minnesota, sur le papier, avait de quoi répondre aussi. C'est ça. On a 2 échantillons de cet affrontement cette saison en saison régulière. C'est 2 victoires de OKC. Une première du côté d'Indiana, 120-114. Une deuxième, 132-111. Les 2 fois sans Chet Holmgren. Les gars, on a tendance à dire que c'est pas ce qui s'est passé en saison régulière qui donnera des indications sur les playoffs. Mine de rien, il y a eu 2-0. Est-ce que pour vous, ça veut dire quelque chose? Non. Non, j'espère pas. Parce que oui, alors, ça peut vouloir dire quelque chose. Je vais répondre pour moi, donc, oui. donc je dis non. Moi je dis non. Mais non, mais moi je dis que ça dépendra de la série. Bien sûr, je dis ça. Mais si il y a 4-1, on dira que finalement la meilleure équipe a gagné sans aucun doute. Oui, d'accord. Donc ils ont gagné sans Chet Holmgren les 2 matchs. Certes. Je te dis pas que ça change. La dynamique de ces playoffs-là, d'arriver en finale pour la première fois de cette équipe-là, qui reste quand même un exploit pour ce groupe-là. Pour moi, la dynamique, elle est complètement différente de matchs de saison régulière. On n'a pas l'info de savoir si c'était un back-to-back. Et puis. En fait, oui, de toute façon, ils sont favoris, donc ils les ont battus 2 fois en saison régulière, très bien. Ça les conforte dans un rôle de favori. Maintenant, est-ce que ça va avoir un impact psychologique sur Indiana avant de jouer ces finales-là? Pour moi, non. On regardera peut-être quand on parlera de Shea parce qu'il a mis 2 cartons. Peut-être que là, il y a des premières indications. On verra. On va regarder les clés de cette série, les clés qu'on a sélectionnées pour nous, pour ces finales NBA. La première, c'est la plus évidente, c'est la bataille de style. L'énorme attaque d'Indiana face à la défense élite d'OKC. En fait, il est là, la bataille de style. Il est d'un côté Indiana qui mise quasiment tout sur son attaque, se rend enlevé à leur défense, et OKC qui a une défense de fer et pour le coup a une très bonne attaque. Mais on a envie de mettre en avant déjà cette défense. C'est ça la bataille de style. Ouais, c'est la bataille du style. Après, ce que j'aime bien chez Indiana, et on l'a vu donc à l'ouest OKC, si tu les attaques sur du 1 contre 1, sur du dribble, sur une série, t'es mort. Ouais. Sur une série, t'es mort. Par exemple, c'est pour ça que si les Knicks étaient allés en finale avec Jalen Brunson qui dribble, et que quand il est un peu fatigué, il demande pick and roll, il se serait fait éteindre. Maintenant, ce qu'on a vu avec Haliburton, c'est ce jeu de passe. Pam, pim, poum, ce mouvement de balle. Et là, on a vu un petit peu Minnesota, quand ils ont décidé de se faire des passes, que du coup, cette défense d'OKC, quand tu la fais un peu plus bouger, alors ils sont bien organisés aussi sur les rotations, mais en tout cas, tu arrives à trouver un petit peu plus de tirs ouverts, de drive, d'aller provoquer des fautes. Et c'est ce style de jeu, Minnesota, parce qu'Haliburton, c'est pas un mec qui va dribbler pendant 14 secondes sur une attaque. Et donc, je suis curieux de voir comment Rick Carlisle va vouloir attaquer un petit peu les match-ups favorables des Pacers face à OKC. Mais on sait que Lou Dort, Jalen Williams, même Shai, si tu veux les jouer sur du 1 contre 1 en dribblant 15 fois, Anthony Edwards a essayé, il s'est cassé les dents. Doncic a essayé, il s'est cassé les dents. Ils ont ni Edwards ni Doncic, les Pacers. Donc à mon avis, ils sont bien au courant que s'ils veulent dribbler, ils vont perdre. Ce qui m'embête un peu, c'est d'imaginer que la grande question qu'on se pose, c'est une attaque sur une défense. Alors que l'attaque d'OKC sur la défense des Pacers, c'est tout aussi important, vu que je vous rappelle quand même que OKC est la 3e équipe au rating de la saison régulière et que Indiana est la 9e équipe au rating. Donc évidemment, une équipe qui est plus forte que l'autre. On l'a vu avec les résultats de la saison régulière, qui veulent rien dire, mais bon, quand même. Je rigole. Évidemment que je me pose plein de questions sur comment ils vont attaquer, est-ce qu'ils vont imposer leur rythme.
Parce que dans le bras de fer tactique, il y a une équipe qui veut toujours courir et une équipe qui est capable de jouer demi-terrain, mais qui aime courir aussi. Donc, à un moment donné, on peut se retrouver avec du va-et-vient un peu foufou. Enfin, foufou à ce niveau-là. Hein. Ça reste ultra contrôlé. On l'a vu en palette la semaine dernière dans le First Day Show avec Tyrese Haliburton. Donc, j'ai du mal à me dire que ça va être un match de va-et-vient parce que c'est une finale NBA et c'est pas comme ça qu'on joue une finale NBA. Il n'empêche que si le jeu va sur demi-terrain, je mets un avantage énorme à OKC. Oui. Là où Indiana me paraît à un moment donné peut-être un petit peu moins fort dans ces moments-là pour trouver le bon gars au bon moment, trouver de l'adresse. Ça veut dire que tu joues pas ton jeu. Et quand tu joues contre nature, en général, tu perds. Il y a un truc sur l'attaque demi-terrain des Pacers qui leur a coûté un petit peu pendant ces playoffs, pas beaucoup ou pas assez en tout cas, c'est que sur demi-terrain, je trouve que leur meilleur joueur, c'est Pascal Siakam. Oui, ça c'est vrai. Qui est un tueur de mismatch. Clairement. Donc là, il va être opposé à Chet Holmgren. Mais c'est quoi les mismatchs? Parce que ça m'intéresse. C'est quoi? À quel moment il a un avantage? Non, mais là, tu parles sur le run de playoff, il a tué tous les mismatchs qu'il a eu. Mais là, sur la série, sur quoi il a un avantage? Parce que même si tu switches partout, il va prendre des cubes comme Lou Dort ou Jalen Williams. Sur les 5 majeurs, il n'y a pas d'avantage. Ou Chet Holmgren qui est plus fin mais qui est plus grand. Donc ça va être intéressant. Il n'empêche que sur demi-terrain, souvent les Pacers oublient de donner la balle à Siakam. Je trouve que ils sont dans une alternance beaucoup trop partageuse et que au bout d'un moment, faut appuyer sur le mec sur demi-terrain qui peut par le scoring ou même par la passe créer beaucoup de choses. Donc Ils ont bien fini la série, en tout cas, sur le match 6. J'ai l'impression qu'ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Le match 6 et le match 4 aussi. Donc, ouais. Il met 39. C'est le 4, hein? Oui, c'est 4. C'est le match 2 au Garden. Oui, c'est le match 2 au Garden. Match 1, il met 30. Match 2, il met 39. C'est match 2. Deuxième match à Noël. Donc, sur demi-terrain, ça va être très intéressant de s'appuyer sur Siakam. Après, du pick and pop avec Miles Turner, faire sortir les deux grands que sont Chet Holmgren et Hartenstein. On en parle après. Je sais pas, moi, je suis perdu. Dans la partie, juste rester sur le collectif. D'ailleurs, il y a Rick qui dit offense win games, defense wins championship. Est-ce que c'est encore ça pour vous? De moins en moins. De moins en moins, vraiment. Pour aller en finale NBA, t'es obligé d'être une forte équipe défensive. Voilà. Indiana est réputée pour être une équipe d'attaque. Vous avez vu leur playoff exceptionnel. En revanche, si t'es à court de solutions offensives, tu perds. Ça, c'est une certitude sur les dernières années. Et on l'a vu pour les Knicks. C'est pour ça qu'ils vont chercher Karl Anthony Towns. Oui. Non, mais t'as raison. Ils vont chercher Karl Anthony Towns parce qu'ils ont besoin de solutions offensives pour, à un moment donné, mettre des paniers dans les grands moments. T'as tout dit. C'est que, et même, on fera une vidéo sur les Knicks un petit peu plus tard, que vous pourrez retrouver sur YouTube, mais les Knicks, leur limite aujourd'hui, elle est là, c'est qu'offensivement, c'est trop pauvre. Tu ne peux pas exister, tu ne peux pas être en finale NBA, tu ne peux pas être champion NBA si en attaque, c'est trop pauvre. Donc, oui, ce truc de défense, ça fait fantasmer tout le monde. Jordan, Ferguson qui sort des... Mais aujourd'hui, en attaque, le basket a tellement changé, les joueurs sont tellement forts que tu es obligé d'avoir des systèmes d'attaque un peu huilés. Et donc, moi, ce truc, les Pistons des années 2000, les Bad Boys des années 90 et tout, les petites équipes d'attaque, ça n'existe plus. Plus personne gagne. Regarde, viens, on prend les derniers vainqueurs. L'année dernière, Boston, c'est une petite équipe d'attaque? Non. Bon, ben voilà. Non, mais est-ce que Dallas, c'est une grande équipe de défense l'année dernière? Mais c'est ce que je te dis. Voilà, mais voilà, c'est qu'à un moment donné, pour en arriver à ce moment-là, prenons Denver cette année, qui est réputé pas une super défense. La série qu'ils font contre KC, la défense, elle est incroyable. C'est des moments d'asphyxie totale, des moments où c'est justement qui va faire le meilleur play possible. Ça a souvent été Aaron Gordon. Et puis, vu comment la série a avancé, c'est Jalen Williams ou Shai Gilgeous-Alexander. Donc, pour gagner, pour être champion NBA en 2025, t'es obligé d'avoir une très bonne attaque. Pas une bonne attaque, une très bonne attaque. Et la défense, c'est tellement évident que ça n'a rien à dire. Il n'y a aucune équipe qui gagne sans défendre. Hein. Bah oui. Ouais. Et puis, on a vu sur ces playoffs aussi que ça se jouait sur les fins de match. La clé, peut-être aussi pour Indiana pour gagner ses finales, c'est de les amener dans un money time, parce qu'on a vu que c'était peut-être la meilleure équipe de cette saison dans le club. Et peut-être all-time aussi au niveau des stats avancées. Alors, c'est une équipe qui est capable de faire des comebacks incroyables, qui baisse jamais la tête et qui a fait des retours et des fins de match fantastiques. En face, c'était moins spectaculaire, mais on a vu quand même des fins de match de mieux en mieux gérées de côté d'OKC. C'est la grande progression pour moi de cette équipe-là pendant les playoffs, c'est la gestion des fins de match. On a vu Jalen Williams être capable de mettre des grandes filoches, on a vu Lou Dort sortir au bon moment, et on a vu surtout Shai dans des moments un peu compliqué, être tantôt pas inspiré et tantôt être très inspiré. De plus en plus inspiré au fur et à mesure. Voilà. Mais les money time, c'est une évidence. Je serais très déçu qu'on n'ait pas un retournement de situation des Pacers. Ça voudra dire
qui sont dominés totalement. Parce qu'OKC, à la différence des Pacers, c'est que quand ils arrivent dans les money time, en général, ils sont devant. Alors, vous allez tous me sortir le moment exceptionnel de Lou Dort sur le match 5 qui change tout, mais ça fait partie de l'histoire. Et puis, c'est assez tôt, on n'est pas dans les 3 dernières minutes. Quand ils arrivent dans les dernières minutes, en général, soit ils sont devant, ils arrivent à tenir la dragée avec des gros tirs des uns et des autres, soit, en fait, ils perdent tout simplement. Ou ils se sont déjà fait surprendre aussi. Mais les Pacers, quand ils sont devant, oui, ils sont devant. En fait, ils n'ont pas non plus besoin de rejouer un deuxième money time. Quand le match est gagné pour les Pacers, en général, ça va au bout. Contrairement à Boston, contrairement aux Knicks. Le match non, mais cette saison, tu vois. Le match 3 que New York va gagner Indiana, c'est pas le cas. Ils mènent de 20 points à la mi-temps. Ouais, à la mi-temps. À la mi-temps, et donc très tôt dans le match. Ouais, sauf que, exactement. Et donc, on l'a beaucoup dit, on le redira encore aujourd'hui, mais quand il y a plus 20 avant la mi-temps, toujours relou à gérer. Ouais. Alors, vous allez me dire, il y a eu le match 7 contre Denver. C'est vrai, d'OKC. D'ailleurs, on se bouffe encore les couilles avec ce match à 21h30 où les mecs ne reviennent pas. Mais aujourd'hui, un plus 20 ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de money time. Et puis, on a vu Indiana aussi avoir des moments de flottement complet si tu les as contre OKC. Et là, normalement, ça coûte cher. Un peu plus cher que contre. Pourquoi quand contre tu prends cet accent du Sud, je comprends. Je sais pas, c'est pour appuyer des propos parfois. D'accord. C'est entre guillemets pour lui. Et moi, j'ai pas honte de l'avoir. Je l'ai pas effacé pour monter à Paris. Voilà, je l'ai gardé. Je connais bien les fans de l'OM là, comme ça. On a beaucoup parlé de la défense d'OKC. Une dernière question sur OKC. On parle beaucoup de l'attaque d'Indiana. Aujourd'hui, est-ce que l'attaque d'OKC est moins bonne que celle d'Indiana quand tu vois que tout tourne pas autour de Shea? Il y a Jalen Williams qui décante beaucoup de choses. Caruso en sortie de banc. Il y a Chet Holmgren à l'intérieur. C'est une moins bonne attaque Non, je pas juste. Non. C'est une équipe qui joue avec moins de style. Ça, c'est vrai, par contre. C'est différent. Ouais. C'est différent, mais non, c'est pas une moins bonne attaque. Tout le monde peut scorer aussi. On voit des mecs sortir du banc capables de prendre des coups de chaud. Non, c'est pas une moins bonne attaque pour moi. C'est une équipe qui est un peu particulière et on l'a beaucoup dit dans la saison régulière. Quand tu regardes un match de KC, il n'y a pas beaucoup d'autres équipes qui lui ressemblent, mais ça marche un petit peu finalement pour Indiana qui a toujours ce jeu ultra up-tempo. Là, c'est plus up-tempo comme nous on l'a connu, c'est vraiment, gros, on doit courir tout le temps. Si vous courez pas, tu vas sortir. C'est un peu ce truc-là. Donc, il y a quand même une adaptation à avoir pour l'un et pour l'autre parce qu'a priori, on sera pas dans ce type de jeu-là. En tout cas, moi, je peux pas l'imaginer. Donc, on a deux fortes équipes de défense, l'une qui se révèle en play-off, l'autre on l'a toujours su, et puis tu as une équipe d'attaque côté OKC qui ne cesse de progresser dans les moments qui comptent. On se remet les clés de cette série pour aller sur la deuxième clé, le duel de superstars, parce que c'est quand même une des clés importantes de cette série. On va commencer par Shea, évidemment. On en parlait cette année, il a rencontré 2 fois Indiana, il a mis, je vais vous retrouver les stats rapidement, il a mis 45 points et 33 points contre Indiana. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'Armada, quand même, ils sont capables d'envoyer des guards défendre sur Shea? Est-ce que vous pensez qu'on peut un peu aller canaliser Shea? C'est pas le bon mot, mais... De toute façon, on n'éteint pas des MVP, des stars, des mecs trop forts en attaque comme ça. On va dire ça à Steph Curry tout à l'heure. Ouais. Sur le match 7 de 2016. Il s'est un peu éteint tout seul, mais il va avoir un client en face. Il va avoir un client qui a l'air qui s'est envoyé Giannis, qui s'est envoyé Donovan Mitchell, qui s'est envoyé Jalen Brunson. Le mec, il arrive plein badin. Il arrive, tu vois, fil de gauche sur l'autoroute à 180. Alors après, je pense que Shea, il en a vu d'autres. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est un des duels qui va m'intéresser le plus sur les premiers ballons. C'est le plus important de la série? Oui, parmi les plus importants. Oui. Après, il y a l'autre côté aussi. Mais en tout cas, si tu arrives un peu Je suis curieux de voir parce que je pense que là, il va prendre une vraie guerre. Alors, tu me diras, avec McDaniels, il était censé la prendre aussi, qui est un excellent défenseur aussi, qui a même des bras plus longs que Nesmith, qui est plus filiforme. Donc l'autre, c'est quand même un peu une boule et il est capable de mettre du bois. On l'a vu sur Brunson, comme l'autre, il est plus grand, McDaniels, il recule un peu plus et il joue avec ses bras. Nesmith, il est vraiment au contact, il te touche. Donc, je suis curieux de voir comment sur l'impact physique. Maintenant, l'autre, c'est un attaquant fantastique. Il est bien sifflé. Donc, va falloir aussi que Nesmith se gère par rapport à ça. Et Indiana, il a juste l'équipe qui concède le plus de lancers francs sur les playoffs. Ah oui, on peut imaginer qu'il ait une dizaine de lancers francs à la D-Wade en 2006. Donc, va falloir qu'il s'adapte aussi à ça. Le truc de Shea, c'est qu'il a l'habitude de jouer contre Nesmith, puisqu'il s'entraîne avec Lou Dort. C'est pas exactement le même que lui. Tu sais, des ultra tankés qui aiment ça, qui avancent toujours. Donc, j'ai du mal à imaginer Smith être capable de limiter au genre de choses. En revanche, le grand enjeu pour eux, c'est qu'il soit déconnecté de ses coéquipiers. Ce qu'avait bien fait Denver, avec cette zone relou, c'est qu'ils l'ont embêté parce qu'en fait, t'as pas de couloir de pénétration. Tu peux pas faire de drive and kick, obligé de prendre des tirs extérieurs pour faire un très bon match. Et si ça rentre dans la tête du mec, CF LeBron pendant des années contre les Spurs notamment, vas-y, shoot.
shoot. Alors quand t'es dans un bon jour, tu peux mettre 45, dans un mauvais jour, tu peux commencer à cogiter. Donc c'est ça aussi l'enjeu pour la défense des Pacers, c'est éviter que Shai ait une trop grosse influence au scoring, bien sûr, mais surtout de diffuser pour ses coéquipiers et donc faire des bonnes passes, que ce soit pour Chet Holmgren, que ce soit pour Jalen Williams ou pour tous les shooters. Après, c'est pas si c'est pas les Knicks. Et Jalen Williams, tu fais bien d'en parler, c'est que quand Shai est coupé un peu du ballon ou coupé de ses coéquipiers, j'ai trouvé sur ces playoffs-là que le rôle de Jalen Williams était magnifique. Il est capable de prendre le relais, il est capable de scorer, il est capable de créer aussi pour les autres, de remonter la balle, de jouer des pics. Et là, ça devient problématique. Donc, de toute façon, il faudra faire des choix. Ils sont imbattables quand Jalen Williams joue comme il a joué la finale de conf. Mais ça marche un peu pour Siakam de l'autre côté. Siakam est moins dans la création pour les autres. Ce que je veux dire, c'est que quand ton deuxième... Ah oui, l'autre, il est MVP des finales de conf, mais quand ta deuxième arme est aussi forte, dans la NBA actuelle, en fait, tu perds contre des équipes aussi fortes. Donc là où je te rejoins complètement, c'est que Jalen Williams, il doit être au moins aussi bon que sur la finale de conférence. Là où contre Denver, il a eu des très bas qui ont permis aux Nuggets de gagner certains matchs. Mais il les a pas eu en finale de conf. Non, mais il a été extraordinaire. Parce que l'opposition Non, mais contre Denver, il y a eu des moments très bas. Même au premier tour, les gens ont été très durs avec lui, mais parce que c'est un apprentissage. Ben ouais. Ils ont besoin qu'il soit à au moins 17 avec 6-7 passes, avec des rebonds. Il est obligé d'avoir de l'impact, Jalen Williams, parce que sinon, tout est focus sur Shai. Et dans ces cas-là, c'est pratiquement impossible de jouer au basket. L'autre superstar en face, c'est évidemment Haliburton. Avant qu'on aille sur ses stats, vous avez été surpris, j'imagine, de ne pas le voir recevoir le titre de MVP de la conférence. Ouais, moi, ça me saoule, ça. De la finale de conf. Ouais, mais ça me saoule. Bravo à Pascal Siakam, vraiment. Toute la communauté camerounaise, la diaspora doit être très heureuse. Mais moi, vraiment, je fais partie des gens qui disent quel est ton premier pion, autour de quel joueur est basé le collectif. Ok, ce gars-là, il passe au travers ou il est bon? Il est très bon. Donc c'est lui qui doit recevoir. Si le mec il passe au travers, tu donnes à un gars qui apporte le collectif, je dis pas le contraire. Siakam, c'est pas qu'il le mérite pas. Oui. C'est que le jeu des Pacers, c'est Tyrese Haliburton, et quand tu vois comment il est surpris, bon c'était drôle pour le coup, quand tu vois comment il est surpris, parce que les Américains, la NBA, normalement ça va dans ce sens-là. Après c'est un vote, ils ont voté pour Siakam, et tant mieux pour lui. J'espère qu'ils vont pas se disputer derrière. Non, a priori non. Ça a pas l'air. C'est pas le genre. T'as raison. Non mais ça fait un peu délit de sale gueule au bout d'un moment. C'est que ton pion, certes majeur, il est bon, il est pas bon, il est très bon, et en plus il est décisif. Merci. Il est décisif. C'est un match historique et tout dans la série. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Des images. Avec des images. Ouais, bien sûr, t'as raison. Bon, j'ai pas trop compris. Après, Chacun mérite. Tant mieux pour le scalp qu'on adore, mais c'est vrai que là-dessus, Haliburton, je comprends pas trop le. Tu penses que c'est un délit de sale gueule, toi, quand tu dis ça? Je pense pas. Je pense que l'année dernière, on avait eu les mêmes débats sur les finales de conf avec Tatum et Brown. On a même eu ces débats sur les finales NBA entre Tatum et Brown. J'ai l'impression que les journalistes, ils sont en train d'un petit peu intellectualiser tout le vote, de se prendre un peu. Non, mais il y a des trucs que t'as pas vu. Arrête, frérot. Donc, moi, l'année dernière, je reste persuadé que c'est Tatum qui doit être MVP des finales NBA. Parce que même si quand il passe au travers sur les premiers matchs, c'est lui qui décante tout par le drive and kick, tout ça et tout. Bon, bref, écoute, n'oublions jamais qu'il y a André Iguodala qui a été MVP des finales parce qu'il a bien défendu sur LeBron qui tournait à 41 points par match en finale. Voilà. En tout cas, Tyrese, il tourne à 21 points et 10 passes D là, sur la finale de conf. OKC a énormément de viande à envoyer sur Haliburton. Pour le coup, on disait si on arrive à stopper un peu Shai, il y aura d'autres joueurs pour prendre le relais. Là, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Si tu arrives à stopper, en tout cas, le côté maestro d'Haliburton, ils vont presque gagner la série. Ouais. Bah oui. Il y a un truc qui va être intéressant, c'est les arbitres. C'est comment on va siffler. C'est que moi, je pense que Dort, Caruso, ils vont le marbrer. Kesson Wallace aussi. Et Kesson, ils vont le marbrer. T'as trois types de défenseurs différents. Et qui vont être en mission. Ils vont le marbrer à Haliburton. Donc, à voir comment lui va encaisser ça, parce que je trouve que sur ces playoffs-là, finalement, on l'a assez laissé gambader. Il a gambadé. Lillard, quand il a joué, il a voulu rentrer dans un délire de qui est le plus talentueux, mais il n'est pas rentré dans un délire de combat. Face à Garland et Donovan Mitchell aussi, c'était un délire de qui est le plus talentueux. Avec Brunson aussi. Et les Knicks, Michael Bridges lui a pas mis la guerre que je respirais qu'ils lui mettent. Donc les Knicks ne sont pas rentrés dans. Là, il va prendre trois animaux. Hein. Là, c'est on ouvre. T'as comme ça le taureau là, tu sais comme ça. Le truc qui sort. Puis ils sont pas fous les mecs. Ils ont vu les matchs hein, avec son grand sourire, chambreur et tout. Ouais. Là, il va avoir 3 mecs qu'on la bave aux lèvres. Alors, est-ce que c'est possible? Je te pose la question. Est-ce que c'est possible d'arrêter un mec comme ça aujourd'hui? Dans le basket moderne. Haliburton? Ouais. Un mec qui court autant, qui donne autant de pace. Est-ce que c'est possible? C'est pour ça que je te dis, l'arbitrage va être très important. Mais regarde l'arbitrage. Évidemment, on a tous en tête contre Denver, Jokic. Mais c'était sur du jeu arrêté, sur des courses de demi-terrain. Là, quand tu cours comme ça,
Tu te rends bien compte qu'en fait, tu peux pas. Thomas, tu vois ce que je veux dire? 48 minutes, tu vas pas y avoir que de. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un luc léger. On sort de la conférence Est où il a gambadé, gros, c'était Bambi, frère, et il n'y avait pas de chasseur. Il était là, il courait. C'est ce que je te dis. Donc, moi, je pense que à ce niveau de la compétition, et vu son style de jeu, je peux pas imaginer qu'il le mette dans la poche et que. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'ils vont pas faire des trucs de cinglé, dès les remises en jeu, le couper de la balle, tout ça? Ça, c'est le minimum, non? Bah oui. Mais de là, et alors? Non, mais je suis curieux de voir le plan défensif. Les profils, ils ont tout pour eux. Je pense qu'ils vont commencer comme ces derniers temps avec beaucoup de contacts et on verra. Tu sais qu'à Liberton, Alex Caruso, il a eu des problèmes de faute sur la finale de conf. Il était sifflé différemment. Il y en a 2 autres derrière. Il y a un truc surtout que fait le Thunder et que n'ont pas fait les Knicks notamment, c'est que sur les pick and roll que prend Liberton, ils passent avec le pick and roll. Ils se font pas toucher, ils font les efforts de passer au-dessus et du coup, hop, le grand il contrôle et très vite son défenseur revient sur lui. Et à Liberton, lui très fort, c'est quand tu passes en dessous ou quand tu switches. Et là, il se régale, il rigole, il gambade. Là, ils font les efforts de passer au-dessus avec des mecs qui ont des cannes, qui ont un vrai gabarit. Et puis comme je te dis, moi, cette espèce de course aller-retour. Au bout d'un moment, c'est pas un luc léger, c'est des finales NBA. Le pace va se ralentir par lui-même, malgré tout. Et est-ce que sur la théorie un peu Steph Curry qui a été démenti depuis, de cibler un mec, ta superstar en face en le faisant bosser en défense, est-ce que ça peut marcher sur Liberton? Mais il faut absolument faire défendre à Liberton, qui est le moins bon défenseur des Pacers. Hein. Vraiment, et ça, je suis d'accord avec toi. Et ce qui est bien avec OKC, c'est qu'ils ont, hormis Lou Dort, j'imagine qu'il sera dessus, ils ont que des mecs pour le punir si ça switch. Pour le jouer poste bas, pour le jouer dos au panier, pour l'attaquer. Après Liberton, jusqu'à preuve du contraire, il a rarement eu des problèmes où il a 2 fautes au bout de 4 minutes et on le voit plus. Parce que c'est pas le meilleur défenseur et que parfois il se laisse un petit peu berner. Donc oui, c'est un vrai enjeu. Il faut le faire bosser. Donc comment tu fais bosser? Déjà en l'attaquant, en étant ultra agressif quand c'est lui qui défend sur toi. On verra en tout cas pour cette clé des superstars. La clé suivante, c'est à l'intérieur entre Pascal Siakam et Chet Holmgren. En vrai, la clé, c'est le secteur intérieur, mais on va quand même se baser sur eux parce qu'on imagine que Hartenstein va défendre sur Miles Turner, puisque depuis le début de la série, Chet Holmgren s'envoie les postes 4. Elle est là la vraie clé de cette série, j'ai l'impression, parce que si Pascal Siakam gagne son match-up, OK, ici Indiana aura peut-être une chance de gagner ses finales. Oui, t'as clairement raison. Pour moi, Shai est un MVP, ça va être compliqué de gagner ce match-up-là. Par contre, si Siakam domine Holmgren, mais c'est pas gagné parce que j'ai trouvé Holmgren très très fort sur la fin de la série face à Denver et très fort en finale de conf. Ça va être un vrai duel. Je suis très, très curieux, très impatient de voir les deux se tirer parce que Holmgren peut aller défendre au large, même si sur les déplacements latéraux, c'est un petit peu plus compliqué. Je veux voir comment... Et Siakam, tout ce qu'il fait sur du post-up, sur les turnarounds où il est loin derrière son défenseur parce qu'il a des grands bras et qu'il arrive à avoir des trajectoires, là, avec Chet Holmgren, il va pouvoir beaucoup plus contrarier ça. Donc, intéressant, mais c'est clair que Siakam, s'il domine Holmgren, je pense que c'est un vrai avantage pour Indiana. Par contre, je le vois peut-être prendre le meilleur appel, mais je le vois pas dominer, éteindre Holmgren. Moi, je dis qu'ils ont pas le même rôle dans l'équipe, et donc ça change vachement ce que je vais penser du duel. C'est-à-dire que OKC n'a pas forcément besoin d'un Chet Holmgren dominant pour gagner. Là où j'éteindre, c'est défensivement. Ouais, j'ai pas compris, mais ils ont pas besoin que Chet soit très fort, très très fort. S'il est très très fort, ils vont gagner en 5. En revanche, Indiana a fondamentalement besoin d'un Pascal Siakam dominant. C'est-à-dire, quand je dis dominant, au-delà de ce qu'il va gagner son duel et tout, c'est qu'il soit à plus de 20 points tous les soirs, qu'il prenne ses rebonds, qu'il soit bon en défense, qu'on vienne le chercher pour punir des mismatchs, qu'il trouve son nombre de courses, parce que on l'a pas dit, mais c'est 2 équipes qui trouvent un nombre de lay-up à 1 contre 0, c'est abusé. Dans les 2 finales de conf, c'était assez fou. Ils sont obligés, les Pacers, d'avoir un Indiana dominant, quel que soit l'adversaire. Là où Chet, mine de rien, il est en bout de chaîne. Quoi qu'il arrive, il aura quelques alley-oops, il y a pas de doute. Il aura des tirs ouverts. Ils ont pas besoin de lui à 17, 18, 20 points. S'il a 17, 18, 20 points, encore une fois, hein, ce sera en 5. Et OKC qui sera largement meilleur et il n'y aura pas de série. Et puis, il faut mettre ses shoots parce que tu le disais, ou c'est toi qui parlais de faire sortir Chet Holmgren et de défendre au large. Mais si tu arrives à sortir Holmgren et Hartenstein, et à la grande différence, c'est que les Pacers, ils ont montré que par rapport à Minnesota, ils peuvent mettre des paniers quand ils sont ouverts. Miles Turner, Obi Toppin et Pascal Siakam, ils ont été exceptionnels dans les moments importants pour mettre des grandes filoches à des bascules. Et on l'a encore vu là sur le dernier match avec Miles Turner. Donc oui, c'est ultra important. Ils ont tous les 3 le profil
pour être adroit et marquer, aller en cumuler 5, 6, 7, 3 points par match. Après, moi, je reste persuadé on sait, hein, OKC est favori. Indiana, s'ils veulent créer la surprise, il va falloir les mettre dedans. S'ils mettent dedans, tout est possible. Faire sortir Hartenstein et Holmgren de la raquette, parce que Miles Turner met dedans, et on l'a vu avoir des séquences terribles. Si Siakam est chaud aussi derrière la ligne, là, ça peut être problématique pour les grands. Maintenant, on sait aussi que Marc Daigneault, dans sa poche, il peut jouer small ball. Il peut envoyer Jalen Williams sur Siakam et il peut jouer plus small ball. Donc, ça va être intéressant aussi tactiquement de voir si les Pacers forcent Marc Daigneault à jouer small ball. Il l'a pas trop fait finalement. Mais il peut le faire. Je crois qu'ils vont mourir avec leurs idées. Je serais pas déçu, mais en tout cas, je serais étonné qu'ils sortent Hartenstein et Holmgren, pas du 5 et tout, mais je veux dire, pendant des moments. C'est comme ça qu'ils ont été ultra dominants, alors qu'on avait dit, face à Naz Reid, à Julius Randle et à Rudy Gobert, bah justement, ils pourront peut-être jouer petit. Non, ils ont joué grand. Oui, parce qu'ils ont surdominé. Bien sûr, mais là, si les pépères, là, ils commencent à mettre des grandes filoches et tout. Pourquoi je te fais la comparaison? Parce que les trois, là, que je viens de citer, avec des diverses profils et diverses fortunes, quand même, Naz Reid et Julius Randle sortaient de deux séries où ils avaient mis dents, ils avaient trouvé de l'allant, ils avaient été... Et puis finalement, ils se sont fait complètement écraser par la défense d'OKC. Donc, faut aussi voir comment va se comporter ces trois mecs-là, donc Obi Toppin, Pascal Siakam, j'ai moins de doute, et Miles Turner, dans les grands moments, dans l'adversité physique d'OKC. Parce que s'ils mettent pas dedans, on revient au même truc, hein. Ils sont largement favoris, c'est 5 matchs, hein. Mais on va voir juste après les bancs et la bataille des bancs qui va être hyper importante. Mais aujourd'hui, est-ce que le facteur X, il est dans les noms que vous avez cités ou on n'en a pas encore parlé? Ouais, toi, tu me disais Miles Turner, c'était lui, tu me disais? Si on devait citer un mec, un truc, tu vois, quelqu'un qui va avoir un impact sans qu'il fasse partie des premiers noms qu'on va citer, c'est ça le facteur X. Alors, du côté d'Indiana? Non, sur la série, celui qui doit faire tourner la série. Moi, je trouve que les facteurs X ils sont ciblés assez facilement. Quand Lou Dort met des paniers à 3 points, c'est un facteur X sérieux, voilà. Après, tu vois, il y a les sorties de banc. Aaron Wiggins, bon, il joue pas beaucoup. On l'a revu. On l'a revu un petit peu, mais... Un facteur X, c'est par exemple, c'était dans le match 3, Kenrich Williams, qui rentre et qui met 5 points à la filée. Ça, pour moi, c'est des moments où tu dis, ah ouais, en fait, ils sont imbattables. C'était le match 2, c'est Nesmith qui prend feu aussi. Alors, Nesmith, voilà. Alors, côté Pacers, les Nembhard qui sortent des matchs de mammouth, les Nesmith qui mettent 6 paniers à 3 points dans un c'est leur valeur sûre, ça, maintenant. Voilà. C'est pas un facteur X, ça, pour moi. Ils ont besoin qu'ils soient. Nesmith. Oui, mais l'année dernière, il était à plus de 40% à 3 points. Là, il continue comme ça. Enfin, si Nesmith est sous les 40, là, c'est un facteur X négatif. Je le compte pas dans un mec qui va faire la différence parce que j'ai tellement de certitude. Dans ce cas-là, où, en fait, du coup, facteur X, si je prends ta définition, c'est un mec sur qui il y a un point d'interrogation. Oui, c'est un peu une pièce en l'air. Donc, Mathurin. Donc, Bénédicte Mathurin qui a fait un des très bons débuts de play-off. Très mauvais. Non, un début correct. Après, il s'embrouille. À partir du moment où il s'embrouille avec DeAndre Hunter, il sort complètement du délire. Contre les Knicks, il est dramatique et il sort deux matchs corrects. 2 super matchs. Oui. Bon, du coup, deux bons matchs. 20 et 20. Mais là, 20 et 20. Oui, bah, c'est des matchs corrects. Quel chien. Toi, tu es exceptionnel. Ils mettent 125 points. C'est Jordan, le mec. Ils mettent 125 points. Il met quand même 20% du truc. Oui, non, bref. Je rêve. Mais Mathurin, ça peut être un facteur X parce que lui, physiquement, il peut lutter, il peut mettre dedans, il peut driver aussi, il peut aller provoquer des fautes. Maintenant, faut voir comment il est luné. Parce que on l'a vu quand il est bon avec les Pacers sur les 2 derniers matchs, c'est un vrai plus. Et pour le coup, et quand il est pas bon, alors la fameuse profondeur des Pacers, elle se réduit aussi. C'est un vrai facteur X parce que à la profondeur, il y a qu'un seul moyen de répondre, c'est la profondeur. Donc quand OKC va nous sortir 11 queumés qui vont être capables de jouer de 30 secondes à 40 minutes le meilleur basket possible, il va falloir qu'en face, il y ait le 8e, 9e homme qui soit capable de faire ce type de différence. Tu vois, on n'a pas prononcé le mot de TJ McConnell, mais moi j'ai hâte de voir le duel entre McConnell et Alex Caruso. C'est quand même des moments vraiment qu'on chérit dans l'histoire de la NBA. Mais je te rejoins sur Bénédicte Mathurin. Ils ont besoin d'un 6e homme scoreur sur les postes ailiers pour répondre à la densité physique adverse. Un mec qui soit slasher, qui fasse des grosses différences. Ça nous avait fait ça un petit peu avec Jonathan Kuminga. Quand il jouait, il a tellement d'espace là sur les moments où il était sur le terrain qu'ils vont avoir besoin qu'il y ait un mec en fait qui soit en bout de chaîne et qui marque des points et qui provoque des fautes. Donc Bénédicte Mathurin, il a un vrai rôle de 6e homme à trouver dans cette équipe, enfin dans la série en tout cas, s'ils veulent être champions. Mais McConnell, t'as raison, on l'avait pas cité. McConnell, dans ce basket de coquin, il arrive. Lui, ce qui est marrant, c'est que peu importe le contexte, il arrive à s'en sortir. Là, ça va être un nouveau contexte pour lui. C'est les finales NBA face à des mecs qui vont le dominer athlétiquement, comme les 3/4 des joueurs de la NBA. C'est pas son problème, c'est vrai. Mais lui, il arrive toujours à trouver des solutions. Et avec son basket de malin, de mec toujours intelligent qui arrive à trouver la bonne solution, je suis très curieux de le voir, même défensivement. Tu vas voir,
Cette équipe, elle va faire chier des Pacers, j'en suis persuadé. Tu sais, là, tu parlais de McConnell. Vous avez pas le moment en tête dans le match 6 contre New York, là, où il y a Bridges qui défend, mais franchement, il est à 3 mètres de lui. Il dit, ah, tu défends pas. Il lui met une énorme filoche en tête de raquette à 3 points. Là, dans la tête, je me dis, ok, ils ont tout compris. Ils acceptent le challenge, quel que soit le mec sur le terrain. Pour moi, le facteur X, ça doit être Miles Turner. On a commencé à en parler tout à l'heure, mais si tu arrives à taffer Hartenstein, tellement tu le taffes, et t'es obligé peut-être de changer, de mettre Chet Holmgren sur toi. Je trouve que tu peux décanter beaucoup de choses en devenant le deuxième ou troisième meilleur score de ton équipe sur cette série. Après, il est quand même il est quand même dans un registre de pick pop 3 points. Il est quand même alors je trouve que défensivement il est monstrueux, au rebond, mais en attaque, il est quand même encore un peu il aime bien ses zones de tir. Ouais. En face, l'autre c'est un animal. Hein. Alors, les playoffs que fait Hartenstein, c'est une brute épaisse. Hein. Tous les impacts, mon gars, il recule pas. Boum. On l'a même vu sur Jokic, le faire reculer Jokic. Donc, il va falloir que Miles Turner accepte le combat. C'est pas sa qualité première. C'est pas ce qu'il aime le plus. C'est vrai. Il n'empêche que Hartenstein ne peut pas défendre partout. Et que si tu commences à être un peu... Si tu dois absolument jouer le pick and pop et réussir tes actions sur pick and pop. Il a quand même fait changer le 5 majeur de Tom Thibodeau, Miles Turner. Donc, il y a une réalité aussi de son niveau, même si ses stats sont pas forcément toujours très hautes. Il empêche que Mitchell Robinson est rentré dans le 5 majeur pour Josh Hart, ce qui était inimaginable pour un coach aussi obtus que Tom Thibodeau. Parce que Josh Hart était aussi dans un trou. Hein. Bien sûr, mais il n'empêche qu'ils ont changé le 5 pour mettre un pivot parce qu'ils étaient trop dominés à l'intérieur. Et c'était même plutôt bénéfique pour New York. Donc il faut au moins bénéfique Mathurin. Bénéfique Mathurin, tout à fait. Donc il doit être au même niveau de ses playoffs, de concentration, défensivement, toujours aussi important, sa dissuasion, etc. Parce qu'en face, ils vont rien lui laisser. On voit bien tous les alley-oops. Ils sont trop coquins aussi, ces chiens du sur la ligne de fond, il se trouve très bien sur la relation grand-grand. Là, c'est son rôle. Ouais. Là, c'est son rôle d'être attentif à ne pas se faire baiser sur des alley-oops. En tout cas, dans le chat, on nous parle d'Obi Toppin, de Thomas Bryant également. Ils ont fait Tony Bradley à un moment donné. Ils l'ont sorti et là, Thomas Bryant, il nous a fait un dernier match, mon gars. Ça, c'est une équipe, c'est les signaux d'une équipe championne. Mais c'est des signes et tout cabalistique. C'est la clé suivante. C'est le banc aujourd'hui. Très rapidement sur le banc, on connaît les deux bancs des deux équipes. Qui a le meilleur banc aujourd'hui? C'est celui d'OKC ou d'Indiana? Naturellement, je dirais quand même OKC, ouais. Un peu naturellement, mais en même temps, il y a une équipe qui a 68 victoires. Ouais. Mais c'est deux bancs très très forts. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de la construction, etc. C'est deux équipes qui sont construites à au moins 10 joueurs pour être prêts à jouer des grands matchs à ce moment-là. Et dans tous les documentaires qu'on voit ces derniers temps, on disait, mais quel mec ne joue pas en saison régulière? Tu le mets en playoff, il est bon. En fait, ça n'existe pas, ça. Il faut installer, il faut avoir des automatismes avec les coéquipiers. Et donc, ça, c'est deux équipes qui ont parfaitement su gérer la profondeur et les secondes units. On l'a pas mis dans le tableau, mais il y a la bataille des coachs, évidemment. Tu as commencé à en parler en préambule. Pour toi, il y a avantage Rick Carlisle pour l'expérience. Est-ce que sur ce qu'il met en place, c'est aussi avantage Rick Carlisle? C'est dur. Je vais mettre Rick Carlisle parce qu'on va quand même rendre hommage à un coach champion NBA. Ils sont quand même assez rares aujourd'hui en NBA, donc il faut quand même leur rendre hommage par rapport à ça. Maintenant, ce que fait Marc Daigneault depuis qu'il a pris cette équipe-là, qui était tout en bas, c'est magnifique. Une hiérarchie, une façon de jouer, et même lui, je trouve qu'il s'est beaucoup plus affirmé sur le banc qu'à ses débuts où il faisait un petit peu je suis là, il est plus jeune que moi, Marc Daigneault, hein. Donc c'est un il y a 3 coachs plus jeunes que toi, Joe Mazzulla, Mick Johnson. Et c'est faut avoir s'y faire, ça va pas aller en s'améliorant. Mais c'est bon, pourquoi? Et je trouve qu'il arrive à mettre à faire jouer son équipe. Joe Mazzulla aussi, peut-être plus jeune, hein. Possible, ouais. Mais en tout cas, je trouve qu'il arrive à faire jouer son équipe de manière cohérente, qu'il y a beaucoup d'alternance, qu'il arrive à donner beaucoup de part évidemment à sa star qui est Shai, mais je trouve que je trouve que dans cette équipe, que ce soit les stars, les seconds couteaux ou les mecs du banc, tout le monde connaît son rôle. Et ça marche pas pour les deux équipes, ça? Oui, mais là, pour le coup, je parle de Marc Daigneault. En fait, là, il y a eu un moment donné, je me disais, ce que tu es en train de dire, tu pourrais dire la même chose pour Rick Carlisle. Ils ont des similitudes sur la préparation des grands événements, sur le style de jeu qui est, dans lequel tout le monde arrive à s'éclater, le jeu de la profondeur, on vient aussi d'en parler, etc., etc. Moi, je mettrais quand même un vrai avantage à Rick Carlisle, parce que dans ce run de playoff, il a dû beaucoup plus s'adapter que... Non, mais dans le round de playoff, son équipe d'OKC, là, t'avais l'impression que l'équipe était vraiment plus forte. Bien sûr, il y a série contre OKC, mais ils étaient vraiment plus forts, ils ont assumé leur statut. En face, il a outcoaché le meilleur coach de l'année, Kenny Atkinson. Il a outcoaché Coach Thibodeau, qui est un vrai gars du Serail. Et je parle même pas des Bucks, là, parce que de toute façon, c'est une équipe de Pro B. Mais en tout cas, il y a eu des écarts sur les choix tactiques et sur le style de jeu dans les moments importants qui me paraissent plus louable, je mets des guillemets, côté Rick Carlisle. Historiquement, de toute façon, Rick Carlisle est un mec qui
s'adapte à l'adversité quand il est dominé sur le papier. La zone qu'il fait en 2011 face au Miami Heat, bon, on s'en souvient tous, comment tactiquement il a rendu fou Spoelstra et LeBron par sa défense Tu match-up. pourrais pas la ressortir, sa petite zone là? J'attends de voir. Ouais. J'attends de voir. Face au KC, ça peut marcher, hein. Moi, j'attends de voir. On a quand même vu Denver avec une zonasse Sur 4 matchs d'affilée. du dimanche matin réussir à causer quelques problèmes. Je suis persuadé que le Jim Carrey de la NBA là, il a regardé ça en disant attends, moi des zones je vais en faire et ça va être autre chose que la 2-3 de merde pour protéger les mecs blessés. Clair. Donc ça va être intéressant aussi peut-être de voir la zone que peut préparer les Pacers, sachant que on a vu qu'OKC n'était pas toujours très à l'aise sur l'attaque de zone. Erwan, tu t'en sors bien. Chioma Cizalo. 29 juillet 1982. Ah bah Il est 2 plus mois vieux de plus toi. que moi. C'est incroyable. C'est incroyable ça. Tu t'en sors vraiment bien. Qui avait drafté Rick Carlisle? Qui avait drafté Boston. Ouais, Ah, c'était bon. Boston. Bon. J'ai le droit de dire bravo, moi. Tu sais, tout m'impressionne. Tu sais, quand c'est avant les années 90, ça m'impressionne un peu. Mais il est un peu référencé. Bref, oui, très bien, bravo. Oui, il est Bravo, référencé, très bien. Il est champion NBA en tant que joueur. Oui, c'est vrai. Tu sais où il va après On l'aurait pas vu dans les NBA Classic Games d'ailleurs, Rick Carlisle. Tu sais où il va Je pense, hein. Tu sais où il va après Boston, Rick Carlisle? Ah, je l'ai pas ça. Dallas? Non, il va à New Jersey. Il me semble. Ah ouais. Il fait New Jersey, les Knicks. Après, il arrête. Il joue Oui. deux Les ans Knicks, ou 2 ans et demi. Il a le genou pété. Quelle fac? Providence. Ah, il a bien Non, tenté. vas-y. Virginia. Ah, je savais que c'était orange, sa mère. Il fait New York avant, Providence, ils sont pas avant du- les... New York et les Nets. Ouais. Oui. Voilà. New York et les Nets. Ouais. Petite carrière. Oh, attends, il y a Eman qui me dit Erwan, je suis désolé, mais on a quand même trouvé un troisième coach plus jeune que toi. C'est Will Hardy, 37 ans. Ah ouais. Ah oui. Il est coach, Eh lui ouais. C'est un moniteur de colonie, gros. Il a re-signé. Il est pas là pour les résultats en tout Ouais. cas. On va revoir les clés. On a fini normalement les clés. Il reste un dernier truc, c'est le combat. On a déjà parlé en intro de cette vidéo. C'était un point important pour toi. Tu dis qu'OKC n'a pas eu assez de combats sur son parcours. Il y a Denver quand même. On a dit ça? C'est pas ça que t'as dit? Oh, je sais pas, ça me fait dire des trucs. Bah tu sais, j'étais dans mes Mais pensées. ils ont gagné en excuse-moi. 7 dans un match fou contre. Ils ont Bon, tu gagné as un dit combat. en début d'émission que voter Marine Le Pen, c'était pas être raciste. Oh bah attends, j'ai jamais dit ça enfin. Non, en plus je confonds. T'as dit que le parcours des Pacers, il s'était pas fait assez rentrer dedans. Voilà ce que Oui. t'avais dit. J'ai inversé. Ah, c'était OKC, l'inverse. Indiana. Ah, ça- My bad. Après, il y a My deux bad. équipes, si on se trompe à chaque fois, on est dans la merde. Il me Hein. fait dire des trucs. Eh, Reggie Miller, bon joueur au C'est Hein. c'est important pour Indiana du coup. Non, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont devoir démarrer fort puisque Indiana est à 6-0 sur ses playoffs sur les 2 premiers matchs. Eh Ça, oui, c'est une énorme ça, stat. c'est une Ça, énorme c'est quand même stat. incroyable. Ils ont gagné chaque fois leurs 2 premiers matchs, dont Cleveland et New York, les 2 fois à domicile. Ah, à À l'extérieur. l'extérieur. Ça, c'est une des stats les C'est pour, plus ça que incroyables. c'est pour ça que ce premier match, jeudi soir, 2h30. ça va être incroyable. Les gars, ils ont commencé toute leur série par les gagner à l'extérieur, quand ils jouent à l'extérieur. Et du coup, ça va Est-ce que la être... série continue, Erwan? Quelle importance de Maybe. l'avantage du terrain sur cette série? Eh ben, il n'y a pas d'importance, hein, puisque OKC aussi avait perdu le match 1 à domicile contre Denver avec ce tir d'Aaron Gordon, qui me paraît il y a 2 ans, tellement il se passe de trucs ces dernières fou, semaines. Donc finalement, perdre l'un des 2 premiers matchs à domicile ne veut pas dire que tu peux pas t'en sortir in fine. Ça, c'est la théorie de Casey, parce que de l'autre côté, ça veut tout dire de pas avoir l'avantage du terrain, parce qu'Indiana est tellement fort à l'extérieur que s'ils récupèrent l'avantage du terrain, c'est l'histoire qui le dit, hein, sur ces dernières semaines, ils vont passer et ils seront champions NBA. Donc je conseille quand même au KC de se faciliter la tâche en gagnant les 2 premiers matchs. Hein. Voilà pour toutes les clés. On va quand même se remettre les codes Winamax et vous allez me donner votre prono. On peut commencer par les codes du game 1. Comme ça, après, on met les codes champions. Les codes du game 1, elles seront un peu plus hautes, mais très légèrement. 1,25 pour OKC, 4,10 pour Indiana. Vous voyez OKC commencer tranquillement ou Indiana vient les surprendre Donc direct? tu dis, bah, il faut jouer la cote là, non? Moi, je vais jouer la cote d'Indiana. Bah oui. 4,10. On l'avait fait d'ailleurs pour les matchs. On avait joué Indiana match 1 à New York. Et on s'est dit, quoi qu'il arrive, on rejoue victoire d'Indiana. On avait pris de l'oseille. Donc j'ai envie de dire que là, je vais suivre Erwan aussi. Pour bien Voilà. lancer les finales, Ah, tu c'est vois, ça, Indiana, c'est ils lourd. viennent un petit hold-up comme ils savent faire. Bim, allez, les finales sont lancées. Et sur les cotes champions, du coup, on avait vu, c'était 1,18 OKC. 1,15 et 5,50 les Pacers. Votre prono sur cette série, les gars, est-ce qu'il y aura une surprise? Ok, si, champion. En Pour la combien première fois de son histoire, en 6. En 6. Moi, je dis OKC en 5. Je dis OKC en 5. Moi, je les vois vraiment très très forts. J'ai l'impression qu'ils sont très au-dessus de tout le monde. Ils le sont. Hein. Ils sont très très forts. Mais je serais très déçu. J'enchaîne avec ça en disant, ça fait longtemps, très longtemps qu'on n'a pas eu une série très serrée. On se souvient des 6 matchs entre les Bucks et les Suns il y a 4 ans déjà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un retournement de Warriors situation un peu Celtics, c'était pas sympa. mal. Warriors Celtics, c'était pas mal. Ouais. Ouais. C'était aussi en 6 d'ailleurs, t'as raison. Ouais. Mais j'aimerais quand même avoir un jour le retour d'un match 7
au fin fond du mois de juin là. On n'en a jamais vécu ensemble. Non, parce que le dernier c'est 2016 et il sera ce soir à 22h. Donc ou en replay pour ceux qui nous regardent en replay. Bien vu. Donc je rêve d'une finale disputée avec sans blessure, important sans blessure. Faut toujours le dire et puis on saura quelle est la nouvelle star de la NBA. Theresa Haliburton championne NBA et MVP des finales en 2025. Grosse cote. Très très grosse cote hein. Énorme cote. Ah ouais. Nouveau visage de la NBA. Ah ouais. Avant Tatum. Et on embrassera évidemment fort Sacramento. Hein. Sacramento. Oh, la vache. Toujours dans Beau les choix, bons coups. bien sûr. La Ils ont série. plus Haliburton, ils ont plus De'Aaron Fox. Bien vu les mecs. Ils ont Zach Lavine. Vous nous dites en commentaire votre prono pour cette série. On vous rappelle aussi le dispositif exceptionnel que met First Team en place, pour ces finales NBA. Comme chaque année, on sera donc en direct après chaque débrief, juste à la fin du match. Vous vous connectez sur YouTube ou sur Twitch. Et on sera là, en pleine forme, à 6h, 7h du matin. Et puis, il y aura aussi les previews avant chaque match. Ça se passera sur Winamax avec Clutch, avec Rémi qui sera en direct de... Overseas Donc OKC, Thomas Larokis, oui, Erwan et moi la plupart du temps, mais je pense qu'on va un peu tourner au vu de nos différents programmes, comme si on commentait des matchs sur DAZN aussi pendant tout le mois de juin. Mais ça va être bien. Bonne sensation, deux bonnes équipes. Donc ça va être très très cool. Et je voulais juste te donner le résultat du sondage. Plus de 70% des gens pensent qu'OKC va remporter la finale NBA. Eh ben, ça fait presque Non, 3 mais- personnes sur 4. C'est fou. T'avais peur de quelque chose? Ah ouais, je suis toujours inquiet. Des moi, quand calculs, j'ai fait ES. Si dès qu'il y a un mec qui calcule, je suis en struggle. Hein. Voilà, merci. C'était la grande preview. Elle était bien consistante de ces finales NBA. Et là, on va se J'ai pas pencher. aimé. T'as pas aimé? Non, bon, on va le retourner. Erwan, il On va le est resté samedi soir aussi, c'est pour ça, le pauvre. Et on va se pencher sur les Knicks. Il faut qu'on parle un peu des Knicks. Et Erwan a envie d'en parler.